Savais-tu qu'il y avait une nouvelle façon de supporter la VIICTIIMINUTE? Ben oui! Inscris-toi sur patreon.com/victim pour encourager le contenu que je produis en plus d'avoir un paquet de bonus. Actualité. Pour le marché que ça vise, si ça coûte au-dessus de 1000$, c'est un tough sell. Critique. Un 80 ou un 8 sur 10, c'est un bon score. Rumeur. Les gens sur internet prennent ça comme du cash. Discussion. Une nomination au Game Awards tout à l'heure pourrait tout changer. Réaction. Il n'y a absolument rien de concret qui est fait encore avec ce jeu-là. OK? La VIICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VIICTIIMINUTE du jeudi 30 juillet 2026, où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement en direct sur Twitch, YouTube et disponible partout où est-ce que les podcasts sont diffusés. Aujourd'hui, en manchette, on parle de Gears of War E-Day, alors qu'on va réagir au dévoilement de son aspect multijoueur. On parlait aussi de où est-ce que Xbox se situe avec ses rapports financiers pour la dernière période, du prix des cartes graphiques et de tous les autres composantes dans l'industrie technologique qui ne cessent de monter. 620$ pour une fucking carte mémoire de Xbox Series. Are we dead ass? Et aussi d'un film animé de Venom pour round out tout ce qui touche le divertissement. Mais avant d'embarquer dans tout ça, un peu de housekeeping. Je fais un appel à tous mes football fans. Parce que je tente d'organiser une Fantasy Football League. Donc je l'ai soulevé en pre-show pour ceux qui sont amateurs de foot. Avec la saison qui débute dans quelques semaines maintenant. J'ai fait un appel à tous dans le Discord. Donc s'il y en a qui veulent participer au Fantasy Football League de la communauté, il y a un post avec un emoji de football, simplement réagir au post pour soumettre votre intérêt. Donc on risque de commencer ça dans les semaines qui s'en viennent. Donc bien entendu, il faut que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans la sphère de la NFL. Donc allez réagir au post, comme ça je vais voir combien de gens je dois prévoir pour organiser cette Fantasy Football League qui risque de commencer pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après. Fait que restez à l'affût. Pour tout ça, le football arrive à grands pas, les amis. I can't fucking wait. Également, je tiens à souligner notre fameux sponsor Novo qui commandite toutes nos opérations ici même sur twitch.tv/victim et youtube.com/victim. Encore là, si vous voulez faire l'upgrade pour une chaise de bureau ergonomique hyper confortable qui vous permet de vous étirer. Et pour vrai, des fois, là, je suis en train de préparer le show, là, puis je fais juste genre ça, ok? Je fais juste genre m'installer, puis là, je m'étire de même. Genre, j'ai jamais pu faire ça avec ma chaise, puis c'est juste fucking confortable, là. Genre, juste rester dedans. Juste rester comme ça, là. J'adore ça. Fait que ça, c'est une des fonctionnalités que les Novo Office Chairs me donnent. Fait que utilisez mon lien que je drop à l'instant dans le chat si vous voulez faire l'upgrade pour une chaise de bureau ergonomique qui va changer votre vie derrière votre écran. Je le recommande fortement. Comme que je recommande d'écouter la VIICTIIMINUTE qui a lieu du lundi au vendredi à partir de 9h. Rappelle que c'est important de liker, vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. D'ici les prochaines semaines, il risque d'avoir plus de streams spontanés, que ce soit pour le Fantasy Football League. On a du gaming content également qui s'en vient. Il va y avoir le Gamescom Opening Night Live qui va pas être dans mes heures typiques de stream. Fait que, important d'activer la cloche spécifiquement sur YouTube pour rien manquer de cette couverture-là. Si vous voulez soutenir le contenu et en avoir encore plus également, l'abonnement Twitch et l'abonnement Patreon vous donne accès à un paquet de bonus et ça m'encourage directement. Je l'ai soulevé en pre-show, mais là,
pour essayer d'inciter les gens à encourager davantage la chaîne. Le top gifter à chaque mois va avoir son nom immortalisé sur le Khaled, le DJ Khaled en carton. Fait que ça, c'était une affaire qu'on faisait par le passé. Maintenant que là, DJ Khaled est officiellement de retour dans le background de stream, je vais mettre ça de l'avant pour les gens qui supportent avec leur hard-earned money. Et bien sûr, si tout cela vous parle pas, mais que vous appréciez quand même la Victiminute, le contenu, et vous voulez le soutenir, ben participez à la discussion dans les différents chats. Ça également, ça encourage le show de manière gratuite. Sur ce, on embarque dans nos nouvelles pour aujourd'hui, alors qu'on a eu droit plus tôt ce matin au reveal de Gears of War ID et son aspect multijoueur. Je pensais que c'était demain. For some reason, je suis pas capable de faire la distinction entre le 30 et le 31 juillet. Dans ma tête, aujourd'hui on était le 31. Mais bref, on va commencer avec ça pour aujourd'hui. Donc, Gears of War Multiplayer Reveal à l'aube de sa beta, si je me trompe pas, pour ceux qui ont précommandé le jeu qui va sortir en octobre. On a eu le first gameplay look lors du Xbox Game Showcase, lors de la période du bordel du gaming d'été 2026. Là, ce matin, it's all about the multiplayer. Donc, on a le official multiplayer reveal trailer qui dure une douzaine de minutes. Let's take a look at what the coalition has been cooking avec le multijoueur de Gears ID à l'instant. Oh boy, this shit is violent. Shit. Welcome to the fight, Gears. The city is overrun with locusts. Bastards are dug in deep. It's game time. Locked and loaded. Be on the lookout for these breaks in the field. This city is under locust control. Ok, on monte le PvE aussi. Yeah, that's a good song choice, effectivement. Here they come. Placing disruptor. Defusing the bomb! Deploying drone. Faudrait que je m'arrête un drum électrique, man. Est-ce que ça me tente? Fuck. Take this city back. Boom, the bell tolls! Don't let up. Si, ouais, man. C'est combien de players en même temps? Is that all you got? Ah, pour vrai, là, je suis proche, man. J'ai la couille de m'acheter, genre, une cymbale, genre, cheap. Mettre ça dans mon char. J'ai vu quelqu'un faire ça. J'étais comme, what a cool idea. Puis faire du air drum, parce que j'ai air drum beaucoup dans mon char. Ok, we got some sliding maintenant. On a les skins funky. Chew on this, asshole. Oh my god, what the fuck? Exactement, Pégrondin. Alright, fait que ça c'était le trailer. I guess on va voir les developers qui vont expliquer le tout. The squad is at the heart of every Gears of War experience. Whether it's in the stories we tell or the modes we build, being a Gear is all about fighting alongside someone who has your back when shit gets intense. Our players have deep connections to their own squads. They tell stories about lifelong friends and family that grew up playing Gears together. Strangers they met in battle and became bonded to through the game. That feeling of fighting side by side is at the center of E-Day's multiplayer C'est vrai, hein? C'est pour ça que c'est tellement intense. C'est pour ça que le monde, il gagne les rounds dans le e-sport, ils sont comme put your bank account on it! Literally garbage! That iconic back against the wall horde experience the Gears is known for.
with larger, Ah, peut-être pas au point d'avoir un matching gear statue, mais... more memorable battles for you and your squad. This is 3 squads fighting through their own objectives, ça dépend. crisscrossing with each other. Qu'est-ce que tu définis par succès? Genre, c'est quoi ta définition de succès, Sandro? Before you go, you need to choose a class and gear up. Each class has its own tactical gear to match its strategy, as well as progression journey that unlock loadout weapons, armor mods, Toi, ça me parle moins, le Horde. J'ai jamais vraiment trippé sur Horde mode. The Assault class is about controlling the battlefield with mid-range weapons while stunning waves of incoming enemies using the Sonic Disruptor. Marksman focuses on precision damage, especially useful with Horde Siege's longer sightlines, while the Pulse Drone attacks Locust units for you and your squad. The Breacher is a point-blank cruiser that pushes Si hard Xbox into est the front content, lines c'est to un make succès. risky plays, using an adrenaline injector to refill health and reduce. I mean, c'est un console exclusif. J'imagine qu'ils pensent que ça va vendre des box. Keeping your squad on their feet while under fire. J'ai de la misère à croire ça, par This exemple. Vaporizer revives any gear, even from other squads, within range. Depending on the mission type you've chosen, you'll get a mix of main objectives that will have you moving around the map or hunkering down in a location. These objectives give you more variety than ever before, but they're still focused on the Horde feeling of defending and clearing ways of unique enemy combinations. C'est moi ou des fois le In Horde FPS passe de 30 Siege, this means FPS à securing and protecting rigs, 60. large cog recon devices that have been deployed around the city Tout dépendamment de la scan and séquence, map out genre. the enemy's underground tunnel network. They are critical to the defense of Kelowna, but have the unfortunate, noisy side J'ai un jeu effect of multi de attracting Gears, locusts whenever block. they're activated. Also Il y a scattered quand around the même un map are haut secondary skill gap là, objectives. dans Gears Time multiplayer. side missions like taking out a high-value Parce que target, c'est très locust explosives, or shotgun delivering a power cord focus that juice up combat an là. active rig. Il sort le Secondary 8 objectives are octobre. optional, but they earn in-session squad perks, boosting your squad's abilities, as Me well as semble. weapon parts that can be redeemed after your session to upgrade your favorite guns. As you knock off objectives and kill locusts, your squad earns energy. This can be spent at supply Le caches. 6 octobre. There, you can upgrade squad perks, grab equipment like grenades, sentry turrets, and razor mines, change your loadout on the fly if you need a different weapon. Your objectives will often have you cross paths with other squads, and these are really unique kind of magic moments in Siege, like running into another squad's defensive setup and helping take out some of their waves, or when you both get assigned positions near each other, it can set up a joint kill zone. C'est comme là, c'est clairement 30. Sûrement que c'est des shots que c'est en quality mode puis d'autres en performance. If Right. Command delivers a supply drop, any squad that fights to secure it gets a share of the rewards inside. The first one in gets the best stuff. So it's often a quick Non, decision Gears you est can pas sur spare the time PlayStation, and c'est ça. effort while managing your objectives. But the most intense multi-squad action hits when our bigger Puis boss appears on the map. ça fait juste montrer à quel point que la stratégie multiplateforme était pas cohésive. Là, ils ont sorti Gears 1 Reloaded sur PS5, mais celui-là il est pas. Je suis comme. Ok, bro. Why? I don't know. Est-ce qu'il va éventuellement sortir sur PS5? Semblerait-il que non, parce que c'est pas la stratégie envisagée du nouveau leadership de Xbox. Mais j'imagine que au départ, right, c'était ça le plan, que Overtime il sort sur PlayStation. Mission objectives are complete. Command sends in your ride so you can extract. Let's go, You'll Alexis. fight through one last Pop la stream transport streak. wave to secure the LZ and hold out until your Raven appears. Alexis, t'as-tu déjà joué à Gears of War? Ah, il m'entend pas. While you don't technically all need to make it back to the chopper, your reward. Demandez à Alexis chat s'il a déjà joué à Gears of War. Il me semble que ce serait le genre de jeu qu'il aimerait, right? Surtout le mode Horde où tu fais juste tirer des mobs. Any weapon parts you gained can be redeemed to upgrade your arsenal for the next fight. For the first time in a main Gears title, you can mod our iconic weapons. Some mods will apply small tweaks, nudging the gun towards your personal preference. Other mods are more noticeable. Damn, ça je pense pas qu'il y avait ça dans les autres Gears. C'est moins pas ceux que j'ai joué. You can even throw a bayonet on your Nasher. That intersection between how you set up your weapons, armor mods, and tactical gear creates more choice and gameplay strategy than we've ever had before. And of course, when you and your squad combine your builds, it can be the difference that gets you through an especially tough mission. Horde Siege missions mix variety, objectives, difficulty, modifiers, and harder challenges each time you play, shaking things up with things like explosive drone deaths, only perfect reloads, or even friendly fire. Poisons also make a return, meaning the Locust Horde gets more powerful as you play through a mission.
If you're looking for a dose of that classic Horde grind, our Horde missions will set you up in one spot, testing your squad against 10 grueling waves of survival. All of these elements, combined with the variety of objective locations on each map, and of course the chaotic fun of mixing in two other squads of real players, means you'll never have the same experience twice. Bon, this is what we want to see, the versus mode. Squad challenge in Gears has always been founded on versus modes. Two squads going head to head, trying to rip each other apart with a mix of tactical teamwork and clutch gameplay. We wanted to deliver that pure Gears PvP feeling, but now evolved with E-Day's new movement mechanics. All our launch modes are 4v4, as local 4v4 chat. Square off on all new maps. PvP is where you hone your skills. No mods allowed here. Everyone starts with the same loadout, fighting symmetrical battlefields to claim key weapon spawns across tactical locations. All right. Our launch maps: Park, Battleship, Outpost, Precinct, Market, and Skyward are all set in and around Kelowna. And they have that classic Gears feel, focusing on cover, fronts and lanes, but with opportunities to use E-Day's new traversal mechanics. We're starting off with a tight set of 4 modes. Team Deathmatch and Conquest, our new King of the Hill mode, will feel familiar, but with some great new updates. And they're joined by 2 new modes. In Demolition, each squad battles over a neutral bomb and then attempts to plant it at one of 2 of the opposing team's bomb sites. What? This is Gears PvP battles at their best. 2 fronts colliding, squads coordinating with non-stop action as you constantly flip between attacking and defending. Okay. Crucible is a great new mode that revolves around the power core. Whoever holds it gains points, but the scoring zone shrinks and it moves as the round goes on. This means the fight is always coming to you. So un peu comme le payload. Strip the flesh right off an enemy, so well-timed defensive play can lock in that win. After launch, we'll be adding in new maps, modes, and events to keep things. C'est quoi le competitive mode? Some favorites that we're excited to bring back. Gears of War E-Day is a new game. Built from scratch, feel like Gears, play like new. So whether you're a Gears veteran or jumping in for the first time, it was important to us that there was a place to get familiar with the gameplay mechanics. Our short bootcamp tutorial will walk you through the basics, but we've also included a combat training space where you can test out weapons, movement, and even go up against some short low genre des tutoriels pour wall bounce? We have pre-made control schemes for all types of players. If none of them fit you perfectly, you can always customize one to your liking. Okay, j'aime ça. To pop some heads versus a setup with 2 main ways. Ouais, y'a pas execution. How the fuck? Get into the fight and roll through some matches. How the fuck are you gonna release a versus mode sans execution qui est la fondation du competitive de Gears? Get sweaty and test yourself in more competitive playlists while earning exclusive rewards. Almost all our character skins are based directly in the lore, themes, and events of the Gears universe. Our legendary skins are a bit more over the top, celebrating gritty and imaginative designs inspired by the vibes of our brand. When it comes to collecting and growing your own collection of customization items in E-Day, we've taken a more old-school inspired approach. That means nearly every single piece of customization in E-Day can be earned by just playing the game. Thank God. New items through completing seasonal and event challenges, unlocking achievements, and by earning medals from our classic medal system. Everything else can be obtained by completing matches and earning coins, which unlock items in the barracks. We'll have a few things that are pay only, but they're limited to our premium edition items and charity or partner content like the Ride the Lightning weapon skin set we've created in partnership with Metallica. Wait, Every season, we'll grow our lineup of Avez-vous spot ça dans le trailer au début? C'est un skin de Metallica, man. What? and Locust characters, as well as adding new weapon skins, poses, Metallica sont les fans de Gears, confirmed. All of this is to say, there's no battle pass, no pay to win, no bullshit. Play what you want. Ok. No battle pass. Eux sont comme, yeah, fuck you Fortnite et le model de battle pass. No bullshit. Alright. The unlocks you think are the coolest, and we'll have themed seasonal updates that bring in loads of new kick-ass content. Horde Siege and Gears Versus. Epic PvE battles and tight PvP combat that deliver on that intense Gears action Snoop in a skin totally new game. Incoming. So grab your squad and join the fight. Early access to the open beta begins August 6th on Xbox, PC, and Steam. Wait, c'est open beta. To get your hands on Gears of War E-Day. We'll see you on the battlefield. Je pensais que c'était closed.
Fait que August. Shit! Est-ce que j'ai fait un 5-head play en prenant le 17 août de congé? Parce que ma fin de semaine de 3 jours, man. Ma fin de semaine de fight. Am I gonna be spending it on Gears E-Day multiplayer? Fort probable. J'envoie un message vocal à Mike. Yo! Hey! J'ai écouté le reveal de Gears E-Day là, pour le multijoueur. La open beta, c'est le 13 au 17 août. Ce qui tombe dans ma fin de semaine de fight. Ce qui est très du bon timing. Fait que tu me diras si tu veux qu'on squad up. Au pire, ce qui pourrait être nice, c'est que tu viennes chez nous sur l'autre setup puis on fait genre un mini LAN. Oh, ça serait fucking crazy. En tout cas, tu me diras si tu veux qu'on fasse ça. Alright, ciao. Fait qu'on va voir si Mike est down. Peut-être un petit LAN de Gears E-Day pour le multiplayer beta. Hey, je serais fucking down pour vrai. Je serais fucking down. Ça fait du bien, je suis en vacances la semaine du 13. Nice, Fairwin. Fait que Gears E-Day multiplayer beta. On a le Early Access. Fait que c'est ça. Le Early Access, c'est pour ceux qui le précommandent. Fait que vous avez comme... il l'appelle 30 secondes après. Yo, big. Ouais, non, c'est ça. Call Mike on stream, why not? Pour vrai, ça serait... Moi, je suis pas le genre à appeler, là. Mais Mike, ça serait son genre à m'appeler live, là. Là, notre rituel, c'est... Après la job, c'est s'appeler pour faire, genre, comme le point sur quel esti de randomness Joël y a fait dans les dernières heures, là. Fait que, ce que je disais, c'est que ceux qui précommandent Gears E-Day ont accès à la open beta quelques jours à l'avance. Pratiquement une semaine de open beta à l'avance, là. Fait que du 6 au 10 août. Là, j'ai pas le calendrier devant moi, là. Fait que j'essaie de visualiser le tout. Ouais, le Joël debrief. Ok, non, c'est ça. Fait que c'est le week-end avant, là, que le Early Access a lieu. Puis après ça, le Open Beta débute pour tous. Nice. Nice. Ben, hâte de voir ça in action. Va falloir que je bust out ma scuff. Tout décalissé. Fait que là, ça, là, il y avait du preview content également qui avait été publié. IGN ont publié leur hands-on impressions pour Gears E-Day Multiplayer en plus du Horde Siege Mode. Fait que... on va écouter ça à l'instant. Parce que le IGN Player il bug tout le temps là. Fait que let me just pull it up on YouTube. IGN Gears of War. Si je veux me retaper les 6-ish anciens Gears d'ici l'automne, le meilleur moyen de refaire le 1, c'est le Gears of War Ultimate Edition, right? Non, c'est Gears Reloaded. C'est celui qui est sorti last year. Parce que Ultimate Edition, c'est le remaster qu'ils ont fait pour la Xbox One back in the day. Reloaded, c'est celui qui est sorti last year. Mais au pire, tu peux faire... Mais je sais pas si 60 FPS, actually, Ultimate Edition. Je pense que oui. Tu sais que la campagne est 30 FPS, puis le multi 60, I don't know. Mais Reloaded... T'abonnes-toi à Game Pass, Godfrag, tu vas tous les avoir right there. D'ici là, écoutons ce que Michael Haim a à dire sur le multijoueur de Gears E-Day. It's almost hard to believe it's been 7 years since the last new mainline Gears of War game, and as one... What? 7 years? Damn. Le temps... Man, réalisez-vous que la pandémie, ça fait genre 6 ans de ça. COVID has been 6 years already. What the fuck? One of Xbox's marquee franchises, it seems a lot is riding on the upcoming Gears of War E-Day. I recently played roughly 10 hours of its revamped multiplayer, and yep, it sure is Gears of War. Damn. Even with that long gap, it feels both extremely familiar to play and refreshing for reasons you may not exactly anticipate.
The meaningful changes I've noticed so far are perhaps more subtle, specifically the refined control scheme which shined in both the Versus and new Horde Siege. Attendez, Mike m'a envoyé un message vocal. Let's see what he has to say. Faudrait juste qu'on check tout ça là, parce qu'il faut pas oublier que ma blonde se fait opérer genre juste avant cette fin de semaine-là. Fait que si elle file pas pantoute pis tout, je serai pas disponible. Là, va falloir que je m'occupe de la petite. Ce serait plus en soirée. Responsibilities. Si l'opération pis tout se passe bien, on se textera pis on trouvera un trou pour faire de quoi là. Responsibilities when you're a parent, man. C'est ça. Can't relate. Modes I played. There's a lot to dig into, so gear up for my breakdown on how the big chunky boys from COG are back. I'm mostly gonna dive into Horde Siege mode. Quand tu dépasses les 30 ans, là, essayer de squat up, c'est un peu plus difficile. But first things first, Gears E-Day features some important changes to how the series has traditionally controlled. The A button is fully dedicated to taking cover and moving around cover now, as well as dodge rolling and now sliding. While sprinting, aka the artist formerly known as Roadie Run, is now mapped to the left stick click. Quatrième sur 8 and the mon Y draft button is cette année. dedicated to vaulting, mantling, and jumping. Yes, you can actually jump in a Gears of War game. It took quite some time for me to rewire my brain since we've all been so used to the A button controlling all of these actions, depending on the context in which you press it. But once I acclimated with the new controls, I can't really go back. C'est du public knowledge que sa blonde se fait opérer là. With two modes on two maps. Team Deathmatch works like it usually does in Gears games, where two teams of 4, COG versus Locust, have 15 cumulative lives to live. And once a team hits 0, their respawn gets disabled as each player gets one more life before elimination in that round. Conquest is the normal control point style mode where two teams battle for marked territory that moves across the map as each point gets held down. Ça me fuck que le active reload est dans le milieu, man. Je suis tout le temps habitué de regarder en haut à droite. Outposts reflect the traditional symmetrical map design with close quarter shootouts dictated by lanes, sight lines, and cover spots to take advantage of and flank your opponents. So les wall bounce, Michael Haim. Playing your angles and corners and exploiting the stickiness of the cover system is still very much the bread and butter of Versus mode, as is the usual shotgun meta. Basically, sprint then go into a slide as you hip fire a Nasher into opponents before dodge rolling heavily out of focused sur les shotguns dans It's not Gears, exactly interesting anymore and hasn't been for a while, but it's still decent fun to give it a whirl for a bit. And let's be honest, it wouldn't be Gears PvP without it, right? One down. However, what my time with PvP highlighted is that despite still feeling like Christian McCaffrey est running tout le temps blessé, câlisse. He made of glass. I can pop in and out of cover quicker, vault over cover spots easily, and get into a sprint without much friction, loosening up the flow of Gears without losing its identity. Whereas before, I found myself fighting the control scheme itself, where the A button would too often not do the thing I intended to do, especially in tense firefights and panic-induced situations where split-second decisions matter. There's also a little more emphasis on verticality since you have a dedicated jump and mantle action with the Y button. It may not sound like much, but in a game that's all about positioning and angles, it adds a dimension to the Gears combat formula for both what you can do as a player and how maps are generally designed when they don't have to be as flat. Mais quel con de faire ça! Okay, now let's get into the star of the show, the brand new Horde Siege mode. The series pioneered the wave-based PvE multiplayer formula with its Horde mode back in Gears of War 2, and it's been a staple ever since. But instead of loading into a confined singular level specifically built for a Horde mode, Horde Siege matches spread objectives and enemy waves across a much bigger map where everything happens at once. This is the city of Colonna, where Gears E-Day's story takes place, and these are the ruins left in the wake of Emergence Day when the Locusts attacked. So right off the bat, there's a thematic coherence between the campaign story and the multiplayer mode itself. Your team isn't alone either. 3 teams of 4 queue into a Horde Siege match, and each team is given their own starting point and objective locations. The main task seems to always be defending a rig from waves of locusts, but teams have optional side objectives they can complete beforehand.
These usually involve destroying a set of locust assets as they spawn into the areas surrounding it, and you'll get additional rewards and in-match currency for gear and defenses. C'est ok aussi de les voir sprint normalement et non avec le roadie run. Initiate the fight, and once you do, you're locked into defending that position until you fend off all waves. You also have 3 styles of Horde Siege missions to pick from. Blitz gives you 1 main objective against 3 waves. Normal Siege gives you 3 objectives against 3 waves each. And Standard Horde gives you 1 objective against the full 10 waves. Take that! Regardless of mission type, you'll need to extract after the final wave to get the full set of match rewards. A helicopter will fly in and land at different locations while you try to survive an indefinite wave of even more locusts, which heightens the stakes and keeps you fighting until the very end of the match. Look alive! We have an armored brute in play. It's almost open world-ish and has the slight vibe of a persistent world as multiple teams are playing in any given instance in parallel. While you don't necessarily share objectives, you'll often see them fighting off their own waves of locusts in the distance or next door. It's cool to see, but it can be a nuisance when they drag their set of enemies toward you, especially when you're in between waves trying to prepare for the next one. C'est ça, fait que c'est ta squad, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes en même temps. Assistance if another team wants to help mow down your locusts, mais c'est comme plusieurs teams qui jouent en même temps mais qui n'ont pas les mêmes objectifs. Emergent gameplay, if you will, since you never really know what positions you'll have to defend when queuing into a match, forcing you to adapt to the surroundings of each area around Kelowna as objectives get assigned. I played about 6 hours of Horde Siege specifically, and I eventually got some of the same tasks, but it still felt fresh, especially in the normal Siege mission type, since part of the deal is running across Kelowna as you're fighting to survive each moment. I imagine some folks will prefer the more mechanical, clear-cut nature and defined spaces of the traditional Horde mode, but so far I feel like this is a more dynamic take that really complements what Gears has historically done well. C'est puissant ce gun-là. As for the action itself, it's the tried and true Gears gameplay, and with my usual combo of Gnasher and Longshot working as well as I've always remembered. And tossing a frag into a locust hole to nip the wave in the bud is as satisfying as it's always been. The aforementioned qualities of the new movement system also shine here. Now I know the way you play a Horde mode as opposed to a versus match is very different due to the chaotic movement patterns of actual players, but for the purposes of PvE, repositioning and getting between cover feels smoother than ever, which is important because Locust Hordes seem to barrel down at you at an alarming rate in each wave. And in a way, it's more overwhelming than anything I've seen in previous Gears games. C'est quoi le gun du Bromac, man? C'est genre un ball and chain. Backed by the occasional boomer, it isn't too challenging, but when multiple berserkers and those new hulking tanks 5 times the size of a boomer pile onto you all at once, it's tough to manage. Marcus is down! Frantically repositioning and making the extra effort to revive down squad mates seemed to be the remedy, and once I came to grips with this, I was able to get through a full 10 waves consistently. Mechanically speaking, it's currently not quite as intricate as Gears 5's Horde mode in terms of character classes and the more strategy-focused gameplay elements like building barricades and turrets for defense. You still earn currency based on performance, but so far it's mainly for building turrets in predefined positions or restocking on ammo at supply caches. As a reminder, this is a beta, so the progression system, unlocks, and rewards are subject to change. Ah, fait que ça va être dans la multiplayer beta. Is a more simplified class system with même pas assault, pensé. breacher, Dans ma tête, c'était juste le versus, mais just a effectivement. tactical cooldown related to their specialty. But I am looking forward to the attachment and upgrade system for specific weapons as I get deeper into it when the full game comes out. Despite putting in about 10 hours in the beta, there's still plenty more I want to see and do, which isn't something I would have necessarily said about a Gears game in the past. This has been the longest gap between major entries, so hopefully the wait results in a multiplayer suite that has the legs to sustain the series for the long term. And we won't have to wait long, since Gears of War E-Day fully emerges on October 6th for Xbox Series X and S and PC. Alright. For more on the latest games surrounding Xbox, check out my review of Halo Campaign Evolved, or tune in. J'aille pas ce que je vois, chat, I'm gonna be honest. Et le fait que là, la beta
est ouverte au mois d'août. Ça me hype davantage. Je l'avais pas inscrit dans le calendrier. Fait que je vais me bookmark ça pour l'ajuster. But yeah, expect some Gears of War E-Day multiplayer action lors de l'ouverture de sa open beta le 13 août. I'm gonna be playing this probablement with Double Blackout, mon duo ancien teammate de Gears of War 4. On poursuit le reste de nos nouvelles en restant dans l'univers de Xbox, comme c'est la tendance cette semaine. Beaucoup de manchettes relatives à Xbox. Cette fois-ci, on a les rapports financiers pour le 4e quart de l'année financière 2026 pour la division de gaming de Microsoft. Donc, on a toutes les statistiques. Fait que là, techniquement, ça l'a starté au début du mois de juillet, right? Où est-ce qu'il a annoncé le reset. Fait que les statistiques à partir de ce moment-là. Donc, vite de même, content revenue pour Xbox a diminué de 10% versus l'année dernière. Avec tout ce qui est le revenu pour la vente de systèmes. Donc, hardware à la baisse de 13%. Encore là, not really surprising, considérant ce qui se passe dans le contexte actuel des ventes de jeux vidéo et aussi juste du côté de Xbox. On a Asha Sharma qui s'est prononcé en disant que elle s'attend à revoir une croissance à la même période l'année prochaine pour Xbox malgré la baisse en revenus. Elle a écrit sur son compte Twitter/X. In fiscal year 26, over 200 million new players came to Xbox and our games, but our business did not grow with our audience. We need to close that gap by investing in what players value. That will take time, but we expect to return to growth by the end of fiscal year 27. This is nice and all, mais c'est des belles paroles qui veulent absolument rien dire. Comme, how the fuck are you gonna go back to growing your business? Tu sais? Ce n'est pas avec Project Helix qui va coûter 1500$ et plus que vous allez l'atteindre. Ok? Ce n'est pas en mettant des jeux comme Gears E-Day exclusifs alors que Fable l'est pas. Tu sais? Ce n'est pas en vous débarrassant de studios dont vous avez fait l'acquisition pour diversifier le portfolio de Game Pass que vous allez l'atteindre. Tu sais? Fait que ce statement-là, j'ai vu ça pis j'étais comme alright, mais ça me prend des manières concrètes là, pour réatteindre une certaine croissance parce que juste dire qu'on va l'atteindre, c'est des belles paroles qui veulent rien dire. Là. Dirigeons-nous du côté de VGC avec le report de Chris Collian avec toutes les statistiques intéressantes. Microsoft posted its financial reports for the last quarter on Wednesday, stating that while the company as a whole was seeing continued growth with revenue and operating income both 18%, the Xbox division was instead seeing reduced revenues. According to its fiscal year 26 or Q4 fiscal year 26 results, which covered a period from April 1st to June 30th, 2026, Xbox content and services revenue declined 10% compared to the same Q4 results the previous year. Et keep in mind ça aussi que techniquement Q4 fiscal year 2026 prend en considération le lancement de Forza Horizon 6 au mois de mai. Là. Fait que malgré ça, une baisse versus l'année dernière. Qu'est-ce qui est sorti l'année dernière dans cette même période? Let's take a trip down memory lane parce que vite de même je m'en souviens pas. Fait que si on regarde là, juin pour Xbox. Qu'est-ce qui est sorti dans les gros jeux d'envergure? Nothing really. Mais on a Doom the Dark Ages. Avril South of Midnight. Expedition 33. Mais tu sais, je pense pas que ça l'a vraiment comme fait en sorte que Xbox a généré plein de revenus. Peut-être que oui, vu qu'il était dans Game Pass. Mars. I gotta say, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi cette année
on a fait moins de revenus. C'est une conséquence du contexte économique actuel. Xbox hardware revenue also declined according to Microsoft with a 13% drop compared to Q4 of fiscal year 2025. This has been a recurring situation for Xbox throughout the past financial year. Microsoft's Q3 earnings report showed that Xbox content and services revenue was down 5% based on the same period last year, and that hardware revenue was down 33% year on year. Q2 earnings results also showed a year-on-year decline of 5% and 32% respectively, while Q1 showed a growth of 1% in content and services with a 29% decline in hardware revenue. Remarquez que ce qui revient souvent, c'est la croissance ou l'absence de croissance dans les revenus générés par le hardware. Donc, Xbox Series S et Xbox Series X, man. Comme depuis les 3 derniers quarts. Puis je suis sûr que ça remonte à fiscal year 2024, 2023, toute le kit, c'est la même crise d'affaires. Que les ventes de consoles sont à la baisse, là. Genre, si le monde n'achète pas d'Xbox, ok? Posting on X, Sharma stated that while Xbox saw new players trying its services for the first time in the past financial year, that hasn't resulted in a notable growth, but that the expectation was that the company would start seeing growth again by the end of fiscal year 2027. Ça veut dire qu'il y a du monde qui met le pied dans l'écosystème d'Xbox avec un abonnement Game Pass ici et là, potentiellement, ou un achat de jeu sur le Xbox PC Launcher, par exemple, mais qui sont pas investis de plein fouet dans l'écosystème. Right? Fait que, qu'est-ce que tu peux faire si t'es Xbox Leadership pour faire en sorte que le monde adopte le tout et que ça reste comme la tendance? Honnêtement, je le sais pas. During Microsoft's presentation, Microsoft CEO Satya Nadella referred to Xbox's decline, stating that the company was in the process of undertaking the recent mention by Sharma in the past. When it comes to Xbox, we are making the necessary decisions required across our content portfolio platform and operations to reset the business for long-term growth. We have the best IP in the industry and talented studios around the world, and believe we can bring these strengths together and expect to return the business to growth in fiscal 2027. Part of this return to growth and the reset described by Sharma and Nadella has involved layoffs across the Xbox division, with 1,600 jobs cut earlier this month and further 1,600 layoffs to be made throughout fiscal year 2027. Là, j'ai d'autres statistiques avancées là, de Tom Warren. Fait que même le OEM et Devices Revenue pour Windows est à la baisse. Toutefois, Azure Revenue tops $100 billion. Fait que tout ce qui est pas relatif à gaming stuff perd de l'argent, le reste makes a fuck ton of money. $100 billion, man, that's crazy. Là, une des raisons pourquoi... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de... Je me devançais dans mes notes. Concernant Halo Campaign Evolved. Suite à son lancement, Matt Piscatella chez Circana a des statistiques concernant son lancement sur les différentes plateformes, étant donné que c'est un jeu qui est à la fois disponible sur Xbox mais aussi sur PlayStation. Donc, il écrit Halo Campaign Evolved ranked 4th in the US for daily average users on Xbox platforms pour le 28 juillet, donc son lancement de Standard Edition, pas le Early Game Access. 8% of total Xbox players on that date launched the game. Fait quand même 8% des gens sur Xbox ont boot up le jeu, while placing 14th on Steam, 2% of actives, and 29th on PlayStation, 1% of active. Et j'ai regardé pour le fun hier, ça ressemblait à quoi le Halo, le player base, pardon, de Campaign Evolved sur Steam DB. J'ai quand même été surpris là que, tu sais, all-time peak, 25 000 joueurs pour un jeu qui, tu sais, oui, c'est un new release, mais c'est quand même un jeu qui
date de 25 ans, là, que tu le veuilles ou non. Fait que j'ai été surpris que autant de monde l'ait pick-up sur Steam, alors qu'il est disponible sur PlayStation à la fois et également Game Pass. Matt rajoute, the average console player engaged with Halo campaign evolved for over 2 hours on the 20th. Like, makes sense. With the average Steam player spending a little over an hour in the game. The game is currently at the top of the PlayStation Store's bestsellers list, so it's doing fine on PlayStation. What this does show is the massive challenge for new games in an environment dominated by live service behemoths. Il rajoute, and no, the game is not free on Game Pass. Subscription costs money. Fait que fait intéressant concernant Halo Campaign Evolved, que j'ai continué hier, and I am enjoying it thoroughly. Mais là, où est-ce que je voulais en venir, c'est concernant Xbox et sa vision. On en a parlé hier que Project Helix, le Open Ecosystem, ça pouvait mettre des bâtons dans les roues et faire en sorte que Xbox a de la misère à être rentable in the long run. Mais what about le même questionnement par rapport à sa ligne directrice, sa fondation dans son modèle d'affaires qui est Game Pass. Donc là, on ouvre un segment de discussion, mesdames et messieurs, alors que IGN ont écrit un petit opinion piece concernant l'état de Game Pass. Game Pass was supposed to be the all-you-can-play subscription service that put Xbox on top after a disastrous generation. Instead, it's a failure that's threatening to ruin the company. Ouh, fait que là, on reprend un peu ce que Bloomberg avait suggéré dans leur analyse de What the fuck happened avec Xbox au travers des années précédentes. On va voir ce que Sab Astley a à dire sur tout ça. Et ça va comme réitérer le portrait de Xbox au travers des dernières années et maintenant sous un nouveau leadership. Every gamer has dreamed about having an infinite library of games to choose from. Perhaps that began with envy of that one friend you had growing up who seemed to own every game. Hello, I am this friend. And I still am. Or the kid in the candy store feeling of browsing the aisles in GameStop or GameStation. We've all had that dream, but video gaming is an expensive hobby. The current standard price of a AAA game is $70, with another $10 increase looming on the horizon. Meanwhile, the world's other major entertainment mediums, movies, music, and TV, have embraced subscription-funded streaming. With this as the backdrop, it's no wonder one man had an ambitious vision. What if you paid $9.99 a month for access to a whole cornucopia of games? After all, if it could work for film and television, why wouldn't it work for video games? Back in 2017, former Xbox head Phil Spencer's novel idea felt like it had arrived at just the right time. So how did Game Pass go from being Xbox's innovative new spark to setting the company on fire? Yeah. What the fuck happened? In the mid-2010s, Xbox had just one problem. Unfortunately, that problem was the Xbox One. The console at the very heart of the platform was suffocating the company, thanks to a troubled launch caused by a miscommunication over multimedia and a need for an always-on internet connection. Plus, the underwhelming innovation that was the Kinect camera bundled in every overpriced console unit. By the end of its generational run, the Xbox One had sold just 58 million units. Et keep in mind là, que apparemment, je me rappelle plus c'est quoi la statistique des ventes de Xbox Series au moment où est-ce qu'on se parle, mais de mémoire, c'est dans les eaux de genre 35-40 millions. Fait que je sais même pas si à la fin de la génération, et surtout avec les prix qui augmentent pour le système, si la Xbox Series va dépasser la Xbox One qui est considérée la pire Xbox, la pire génération d'Xbox, tu sais. Genre, we're gonna have a Wii U moment du côté de Xbox. Multiple millions fewer than its predecessor and a far fewer than its rival, the 117 million unit selling PlayStation 4. Xbox's next generation needed the big bold idea if it were to compete with the next PlayStation, enter Phil Spencer and Game Pass.
Spearheaded by Spencer, Game Pass was originally conceived as a games rental service before Netflix and Spotify's success suggested a potential gap in the market for a gaming equivalent. It was a big, bold, and risky bet for Microsoft, but Spencer's acquisition of Minecraft developer Mojang for $2.5 billion in 2014 proved to many at Microsoft that his ambitious gambles had significant potential to pay for themselves. The service launched in June 2017 at $9.99. $9.99! Why am I paying $30? Huh? And offered 100 backwards compatible titles. By the start of the following year, Game Pass had expanded into its now marquee offer. Day one availability for all first-party titles, including Halo and Gears of War. This would be the first of many big Game Pass swings from Xbox. Initial feedback from both the industry and players alike was optimistic, with Forbes calling it a bright feather in Microsoft's cap going forward, and GameIndustry.biz listing Phil Spencer as one of its 2018 People of the Year. C'est fou là! Le sentiment n'était pas pareil back in the day. The enthusiasm for putting brand new first-party games onto the service the day they launched wasn't universal though. The service received a big pushback from publishers who believe it would devalue games, including the likes of Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick and former Xbox Game Studios VP Shannon Loftus. As early as the summer of 2018, industry analysts like Brendan Sinclair flagged the oblique nature of streaming metrics boiled down to times streamed or average time played, which disabled developers from using key statistics like copies sold to wager financing their next project. Xbox did well to counteract this negative press, most notably securing Bethesda's support for Game Pass following the acquisition of the company, which likely curried favor from other publishers wary of Game Pass. That being said, once you bring a studio into the first-party stable, they're a lot more inclined to follow the party line, at least publicly. Following his departure, former Bethesda VP Pete Hines made his feelings on Game Pass pretty clear. When you talk about a subscription that relies on content, if you don't figure out how to balance the needs of the service and the people running the service with the people who are providing the content, without which your subscription is worth jack shit, then you have a real problem. Hines wasn't the only one frustrated with the service. Game Pass received consistent criticism from Xbox staffers who believe it would eat into profits, concerned over how the company could possibly expect to make its money back when it was taking all of its $60 first-party titles, each costing millions of dollars to develop, and placing them behind a mere $9.99 threshold. An amazing bargain for players for sure, but it's hard to see why there was a cause for concern within Xbox. Effectivement, when you think about it, it makes no sense. Genre, c'est tellement un pro-consumer move in a anti-consumer industry, you know? However, a library of legacy games and a brand new first-party title arriving every now and again, far from lived up to Netflix for games monikered service was trying to earn. Excuse me. Xbox needed to expand the Game Pass catalog in a big way, so in 2018, Phil Spencer went on a spending spree. The level of money poured into Game Pass is eye-watering. Leaked internal documents show that the company was paying up to $300 million for Star Wars Jedi Survivor and Suicide Squad Kill the Justice League, and these are just some of the deals we're aware of. Alongside licensing third-party AAAs, Xbox purchased a slew of studios with the intention of putting them to work on Xbox, and thus Game Pass exclusives: Undead Labs, Ninja Theory, Compulsion Games, Obsidian, and Exile, Double Fine, Bethesda. Beaucoup d'entre eux qui ne sont plus dans la bannière d'Xbox. With hindsight, these acquisitions are confusing. Undead Labs has yet to release a game since their acquisition. Ninja Theory's Hellblade series is critically acclaimed but financially underwhelming, and Double Fine's best-selling game to date only sold 1.7 million copies. None of these studios are money printers, and so perhaps inevitably, considering Microsoft's financial-first approach to game development, all three of the aforementioned studios, plus a few more, are no longer part of the Xbox studio stable, cast aside in profit-saving exercises. Still safe is Bethesda,
although that's likely more to do with its priceless Elder Scrolls and Fallout IP than its more recent output. As of April 2026, Alinea Analytics estimates Starfield revenue set at around $300 million across all platforms. Sounds like a success to me, except according to leaked Bethesda documents, it anticipated $1 billion in the first year. Tu sais, quand on parlait de Starfield et que ça avait des ambitions d'être un generational game, finalement, ça l'a pas été. Landed a bit on its face. What the fuck? $1 billion. Hein? C'est fou, là. A figure surely sabotaged by the Xbox and PC exclusive RPG being readily available on Game Pass from the second it landed. Compare that to Skyrim making $650 million in its first month, and things don't look rosy, even considering that a returning franchise typically trumps a brand new one. Il y a aussi le fait que, tu sais, on compare un jeu qui a été développé dans la modernité versus Skyrim qui date de couple of generations back. Fait que je pense pas que voyons. Les circonstances sont pareilles, mais reste que Day One, le monde a show up pour Skyrim vraiment beaucoup, là. As it stands 3 years and a PS5 release later, Starfield is Bethesda Softworks' 14th best-selling game of the 21st century. It was undoubtedly intended to kick off a brand new franchise, and that revenue has surely all but confirmed Starfield's fate. And so the idea of Game Pass as a financial black hole begins to become impossible to ignore. Il y a un autre questionnement que je me pose par rapport à Starfield, parce que admettons il était pas sur Game Pass, là. Pensez-vous qu'il aurait généré autant ou davantage d'argent à son lancement? Sûrement. Est-ce qu'on aurait généré Skyrim numbers? J'ai tendance à dire non. Right? Je pense pas que le fait que ce jeu-là était dans Game Pass, c'est ce qui a nuit à ses retombées financières. C'est sûr que ça l'a affecté comme tout jeu qui était inclus dans Game Pass. I mean, why the fuck would you pay the premium quand tu peux y jouer pour un plus faible coût d'entrée? Mais je pense que c'est vraiment le fait que, tu sais, Starfield, ça l'a déçu. C'était correct, c'était pas révolutionnaire. Fait que le monde l'a pas acheté plus qu'il faut, là. Game Pass needed a bona fide yearly money printer. Something like Call of Duty. Xbox's decision to purchase Activision Blizzard for a staggering $75.4 billion was twofold. Wait, c'est pas genre 69 something billion dollars, Activision Blizzard? It absorbed the publisher's extensive game catalog into Game Pass, and it opened Xbox to the mobile gaming market via Candy Crush Saga Maker King. Some question how this helped Xbox languishing hardware sales, and Phil Spencer answered Xbox's new strategy was forget the console, focus on the software. Perhaps the clearest example of this 10-year non-exclusive commitment between Xbox and PlayStation for Call of Duty, which directly undermined the clear potential for a hike in Xbox hardware sales and consequential Game Pass subscriptions. Once again, the industry regarded the big swing from Spencer optimistically, with Canton Games Dr. Serkan Toto saying that the deal was out of this world and will change the industry forever. But many remain skeptical of what was the largest video game acquisition in history, fearful of the industry becoming entrenched in continuous consolidation, similar to the slow, consistent hunger of Hollywood's biggest players. Hein? Je répète les paroles d'Alexis. C'est quoi le but d'une business? Être acquis par une autre business. De grandir, grandir, grandir au point de vendre et de capitaliser sur ton succès. Game Pass was rapidly reaching over $100 billion of investment from Xbox by this point. Did it pay off? Well, you've read the headlines. The Activision Blizzard acquisition began as a series of cataclysmic financial consequences for Xbox. 2024's Black Ops 6 is the highest grossing game in Call of Duty's 23-year history, but 82% of all sales came from PlayStation. While Xbox had the smaller share, Game Pass scuppered Microsoft's chance to make a fortune in COD's most financial successful year ever. According to an anonymous Xbox employee via Bloomberg, the company lost $300 million in console and PC sales as a direct result of placing its latest mega shooter on the service. Et je pense pour ceux qui ont joué à Black Ops 6,
le meilleur Call of Duty dans les 5 dernières années. Peut-être même les 10 dernières années. Là, quand tu prends en considération campagne, multijoueur et tout le package du jeu. Là. Why would anyone pay $70 for a game they could pay $15 to access alongside 400 others? Comme j'ai dit, quand tu y penses, it makes no sense. Hein? To make matters worse, 2025's Black Ops 7 ranked as the 5th best-selling game of the year, the franchise's lowest ranking since 2008's World at War. Consequently, advertising for the upcoming Modern Warfare 4 makes it clear, if you want to play it, you have to buy it. It's one of the many decisions taken by new Xbox boss Asher Sharma in a wide-ranging attempt at damage control. Xbox had effectively devalued the world-leading shooter franchise, surely one of the deciding factors that forced it to raise Game Pass prices by 50% from $19.99 to $29.99 a month. It was a move that pushed millions of players to unsubscribe from the service, an exodus that saw Microsoft's subscription cancellation website temporarily go down. Xbox projected that by 2026, Game Pass would have 77 million subscribers. It currently has 30 million. On ne sait pas exactement précisément combien d'abonnés Game Pass on a, mais le chiffre qui circule à chaque rapport financier ou presque, c'est 30 millions. When you consider that just 2 years ago, Microsoft reported having 34 million Game Pass subscribers, the picture becomes even bleaker. The price of Xbox Series X and S consoles have also increased by $100 to $150, marking the first ever time an Xbox has been more expensive to buy after launch. Et c'est le cas avec toutes les plateformes actuelles. It's not an Xbox only thing. Sharma recently made the shocking confession that for every dollar Xbox makes, they're losing 67 cents. A dire business scenario which fueled the bloodbath of 1,600 job losses across the company, with more to come. Many of Spencer's studio acquisitions, including Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs, and Compulsion Games, have been sold off or allowed to go independent in a desperate bid to halt the company's projected death spiral. Phil Spencer tried to save Xbox, but his legacy may be remembered as the man who nearly killed the company. Damn. That's a bold statement. Fuck. Genre moi, j'associais le death of Xbox avec Don Matrick là. Là, on associait à Phil Spencer qui était censé être le good guy. But was this ever going to work? This isn't the first time a gaming subscription service has been attempted. OnLive, Ouya, and Google Stadia all attempted different variations of the form, each crashing and burning in different ways. Even Sony's long-forgotten PlayStation Now service struggled to find a foothold in the market, often criticized for its high prices and its finicky server connectivity. But technical competency was never Xbox's problem. The real issue is the approach to content. I myself am a Game Pass subscriber, and I can tell you, my best experiences haven't been from playing Xbox's AAA titles. It's been the likes of Raw Fury's Blueprints and Inferior Knights' As Dusk Falls. C'est vrai, man, c'est un great game, As Dusk Falls. In my opinion, Game Pass should have served as the natural evolution to Xbox Live Arcade. Ok, intéressant. The digital download service through which Xbox popularized indie games, platforming the likes of Braid, Castle Crashers, and Limbo. Ça, c'est actually un bon point, man. Si Game Pass était comme le New Gen Xbox Live Arcade, où est-ce qu'on platform des jeux à petite échelle de indie ou AA studios. Puis ça coûte moins cher également. Tu sais, tu me dis, admettons, c'est 15$ par mois. T'as plein de jeux indépendants, right? Puis on garde nos first party titles des jeux payants. Pourrait être une option. Smaller budgeted and small. Parce que, tu sais, ça ferait en sorte que ben, le consommateur gagne dans la sélection de jeux. Puis aussi, Xbox arrête de brûler de l'argent avec leur investissement auprès de Game Pass. Là. Ou brûler de l'argent juste dans des titres qui ne génèrent pas beaucoup d'argent parce que au lieu de générer des ventes, ils génèrent des abonnements Game Pass. Qui en bout de ligne, si t'es le genre de joueur à juste t'abonner puis canceller ton abonnement quand t'as terminé de jouer à un jeu,
c'est pas gagnant pour Xbox at the end of the day, là. S'ils ont pas la rentrée d'argent récurrente. Smaller budgeted and smaller scope independent games are now more popular than ever, at least in some part because of the 360's arcade service, and transforming Game Pass into a bustling indie library could work both rapidly, shrinking the cost of running the service, as well as retain more subscribers. Players don't consume games like they do film and TV, particularly not the giant prestige behemoths the AAA industry creates. There's much more of an investment, and for the average player, the person who plays just a few games every year, the recurring cost of Game Pass is hardly a good deal compared to the one-off cost of an open world game they'll play for the next 8 months. L'affaire qui arrive, c'est I don't play games for 8 months, donc c'est ça. That's why indie makes sense for Xbox and why they have become more embraced than ever in a time-starved world. They don't take 60 plus hours to beat. You can dip in and out of them as you need. You could play 2 or 3 in a month. They make sense for a subscription service. Perhaps for once, Xbox could capitalize on its own success and turn Game Pass into what it should be, a celebration of lesser-known, innovatively creative games, rather than the financial Hail Mary it was introduced as. But considering it has just thrown away several of its more innovative titles or innovative studios in favor of doubling down on expensive mega franchises that will presumably be available on Game Pass day one, it seems more likely that Xbox will kill Game Pass before Game Pass kills Xbox. Damn, that's a closing line pour un article, man. I give it a round of applause again, man. Hey, Sab Astley, c'est un freelance writer, man. What an article. God damn. Penses-tu qu'ils y ont pas pensé? Ben, je sais pas s'ils ont pensé. Sûrement. Il doit y avoir une raison pourquoi ils l'ont pas effectué, though. Tu sais. Mais j'aime vraiment la dernière phrase. Je pense qu'on est plus proche à un move d'Xbox de juste arrêter de financer ou arrêter d'offrir Game Pass que Game Pass finit par tuer Xbox. Là. Parce que c'est juste pas comme rentable in the end. C'était rentable dans la perspective de Phil Spencer et de l'ancien leadership qui voulait que les gens adoptent l'écosystème Xbox et qu'on aille les courriels, right? Qu'on crée des Xbox puis qu'on aille davantage de monthly or daily average users. Mais j'ai l'impression que là, c'est pas ce que le nouveau leadership envisage avec Asha Sharma, Matthew Ball, Matt Booty, etc. Fait que, est-ce que avec cette vision-là, c'est encore soutenable de mettre de l'avant Game Pass? I don't know, man. I don't know. Et comme j'ai dit, je sais pas c'est quoi la crise de solution avec Xbox. C'est sûr qu'arrêter de dépenser des millions de dollars pour faire des acquisitions et après ça mettre du monde à pied, ça l'aiderait un petit peu. Mais il y a comme pas de solution facile. Parce que là, en plus qu'on approche la nouvelle génération, les reports de Project Helix qui va être une open platform, comme comment tu génères du cash, tu sais. Quand le monde, man, même s'ils ont des exclusivités, ils ne veulent pas adopter l'écosystème Xbox, là, tu sais. Tu kill Game Pass puis tu mets le online sans frais, ça vendrait-tu des consoles? I don't know! C'est ça qui arrive. On dit souvent, it all starts with the games. Mais j'ai l'impression que Xbox peuvent sortir le meilleur jeu de l'existence de la planète. Le monde on est rendu là. Le monde ont déjà fait leur choix. Tu peux pas leur faire changer d'idée. Il faudrait que PlayStation fasse de quoi de crazy. Genre, tuer les CD physiques, les jeux physiques pour changer la perception du consommateur. Tu sais? Like, I don't know, man. It feels like they're fucked anyway. Mais c'est ça mon feel également, là. Genre, j'ai l'impression que comme... Si on veut vraiment que les choses changent, va falloir que genre, ils arrêtent de supporter le hardware. Ça devienne juste un publisher, puis that's it, that's all, puis...
Je me demande quand Xbox vont kill les discs. Parce que s'ils décident de continuer à supporter les médias physiques, de 1, je sais pas comment ils pourraient, parce que c'est Sony, me semble, qui produit les CD, là. Pas juste de PlayStation, mais les Blu-rays de base. Et de 2, man, eux avec, là, genre, t'as un service d'abonnement qui met de l'avant un écosystème entièrement digital de base, là, tu sais, fait que... Ils ont été pas mal all-in avec Game Pass, il n'y avait pas de plan B, non, c'est ça, ils ont trop vraiment mis leurs œufs dans le même panier de Game Pass, puis tu peux pas vraiment les blâmer parce que, encore là, je me mets dans ma perspective de consommateur qui est comme, ben oui, man, genre, je peux jouer à Gears of War pour 10$ ou genre... whatever first party game, le Call of Duty Black Ops 6 pour 20$ at a time, tu sais, why not, man, c'est un bon deal. Puis il y a jadis c'était 1$ pour Game Pass, là, c'était fou. Fait comme, mais de la perspective de la business makes no sense. Fait qu'on verra c'est quoi la suite des choses avec le contexte actuel, l'industrie actuelle et les prix qui augmente de tout, partout. Mais Game Pass, c'est pas tant intéressant pour les casuals, comme l'article disait. Non, c'est ça. Skill les disques et tous les jeux deviennent des abonnements. Mais je pense pas qu'on se rend là, parce que clairement, ça fonctionne pas avec Game Pass, là. Une des affaires omniprésentes dans l'industrie actuelle, c'est l'augmentation des composantes. On parle souvent de la RAM. On parle souvent de la RAM. What about les GPUs? Right? Les cartes graphiques. Ça avec, ça augmente de prix. Du côté de Nvidia, ça l'a augmenté jusqu'à 30% à cause de toute la crise orchestrée grâce au generative AI. Right? People need to generate their fucking weird ass videos. On va voir ce que Connor McCarr écrit du côté de Eurogamer avant qu'on prenne une pause. The personal computing affordability crisis continues in earnest as Nvidia has announced yet another price hike for its GPUs. According to Taiwan's Economic Daily, the company has increased the price by between 20 and 30% as the extraordinary appetite for the hardware continues to build alongside the generative AI investment boom. This is the third price hike the company has implemented so far this year. The third! La troisième! What the fuck? It's worth noting that the prior rise in costs in May only impacted high-end GPUs, such as Nvidia's 5090 series. However, this time around, the cost bump will affect the wider stock of Nvidia GPUs. At the same time, Samsung is also expected to increase the price of its DRAM by around 20%. These price hikes are expected to have knock-on effects on PC retailers, with Taiwan's Economic Daily noting that Chinese retailers are adjusting their prices, while e-commerce platforms are becoming reluctant to sell in anticipation of further price increases. You can see a visual graph on the rising cost of GPUs in the post below. It's a real shocker. Let's see. Oh my god. Regardez, à l'espace de 3 mois, là. October 2025. Shit was okay, bang. Et là, ça continue d'augmenter, là. Holy fuck, man. Un post que j'ai vu qui m'a fait rire. Bro, quand la bulle va péter, je vais me construire un Iron Man suit avec mes 5090. Eh là là. This all comes in the wake of a report from back in January which stated Nvidia was expected to raise prices significantly throughout 2026. This has been proven correct over time. The generative AI boom and the consequences on component prices have also impacted console gaming, with both the Xbox Series and PlayStation 5 seeing price increases this past year. A cost of living crisis has hit the video game industry with great force, making it harder for the average enthusiast to upgrade their setups or get into the medium with a powerful computer. Whether or not we'll see these prices fall in the near future is looking less and less likely every month. Yeah. J'ai l'impression que, man, this shit is never gonna drop. Et
encore là, comme j'ai publié dans le Discord hier, si je peux résumer à quel point que l'industrie est cooked, guys. On est rendu avec des memory cards pour Xbox Series qui coûtent $620. 2 TB expansion, ok? Parce que ma collègue hier était comme, elle avait acheté comme plein de jeux en rabais sur le Xbox Store. Elle a réalisé par après qu'elle avait plus d'espace de stockage. Là, j'étais comme, hey, right now, vraiment pas le temps d'upgrade pour de la mémoire avec la crise actuelle. Mais, si t'as le budget, un lecteur, pas un lecteur externe, mais une carte mémoire, un storage inspection card fait spécifiquement pour Xbox Series existe. C'est juste que ça coûte la peau du cul. Comment se fait-il qu'une carte mémoire, là, gros comme ça, coûte quasiment le prix de la console, bro? Like, what? Sérieusement? Le Block, il dit que sur Best Buy, 420$. Mais pareil, me semble que c'était quand même dispendieux à la sortie de la Xbox Series tout court. Là. Je pense que c'était comme 200$. C'est pas donné. Mais comment se fait-il qu'on est rendu à avoir ça à 620$? Comme... Gotta take the fucking Klarna monthly payment plan. Non, c'est pas un third-party seller, Callis, c'est Seagate. Hein? On va vous le montrer. Parce que même moi, au début, j'étais comme, ah, c'est sûrement un third-party seller. Attendez. C'est rendu qu'ils vendent des... Juste le card box. Ah mais tu vois là, je viens d'en trouver un pour... 279,98. Mais c'est 1 TB celui-là. Seagate 620 Seagate sold and shipped by Compute for less score. Ok, fait I guess c'est un third party seller finalement. Mais pareil là, comment se fait-il que le 2 TB c'est genre 400$ de plus? C'est le prix d'une Switch, man. God damn. Dans les milieux de photographie, les cartes SD haute performance. Je me mélange encore entre Klarna et Kalshi, deux plateformes prédatrices pour des raisons différentes. Fait que, yeah man, ça coûte cher le gaming, la technologie, in this day and age. It fucking sucks. It fucking sucks. On prend une courte pause, question de pleurer collectivement dans nos coins. Au retour, on va parler de Final Fantasy VII Revelation et Miyamoto. Est-ce qu'il serait en voie vers une retraite? La réponse à tout cela après ces messages. La VIICTIIMINUTE est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show quotidien 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de cette petite pause pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme où les podcasts sont disponibles. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme et petit rappel que la VIICTIIMINUTE est aussi disponible en rediffusion sur YouTube avec tous les timestamps. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur mes différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier, Prime Gaming si vous avez Amazon Prime ou encore directement sur ma page Patreon au patreon.com/victim. En plus de me soutenir directement, vous débloquez plusieurs avantages comme des emotes sur Twitch aux côtés d'une actualité
expérience sans pub ni interruption, l'accès au VIICTIIMINUTE calendrier qui regroupe toutes les sorties jeux vidéo, séries télé et films, un canal Discord privé, mes impressions détaillées à l'écrit sur les jeux complétés, les mises à jour en temps réel de la Ligue Fantasy Critic et même tous les documents de préparation du show avec les articles et références utilisées. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, replongeons dans les actualités de la journée. And we're back, mesdames et messieurs. Thanks for sticking around pendant la pause. Faisons le tour de d'autres nouvelles relatives aux jeux vidéo et au divertissement en ce jeudi matin. Il n'y a pas grand chose qui se passe. But we got some news. Qu'est-ce qui se passe avec la version physique de Final Fantasy VII Revelation? Eh bien, on a le réalisateur Naoki Hamaguchi qui dit qu'il travaille là pour essayer de offrir quelque chose. Une forme d'édition physique, mais ne peut pas confirmer les détails présentement. On est rendu là, guys. Hein, avec la discussion autour des médias physiques, c'est que, hey, this game or that game va avoir une édition physique ou va pas avoir d'édition physique. C'est un peu comme... c'est ça, là. Hamaguchi says it would be a shame if physical releases stopped in the future. Eh bien, I got news for you. It will probably end up not existing avec la décision de PlayStation. While Sony has confirmed that it will stop making this for new PlayStation games as of January 2028, Rockstar's decision to release GTA 6 as a code in the box has led to some wondering whether other major publishers will follow suit. Pardon. Speaking at the Final Fantasy XIV Fan Festival in Berlin, Final Fantasy VII Revelation director Naoki Hamaguchi told Games Radar he was working on securing a physical release of the game but couldn't confirm exactly what that would entail. We're still having internal discussions of what the exact SKU product lineup is going to be for Revelation, so I can't say anything particularly definitive at this point in time, he said. But I'm working to make the arrangements to allow us to have some kind of physical edition. Hamaguchi explained that every company has its own terms regarding physical releases, and this is what's currently being discussed with platform holders. Obviously, say if you're talking to Nintendo, there's considerations about the storage limits on key cards and things like that, and then other platforms about how much you can put into a disc, he said. Each platform and the first party have their own specific rules and regulations that we need to take into account and think about what format is actually going to be best for the game. These are discussions that we're having at this point in time. I do hope that we'll be able to come up with something that is as close as possible as to what players and fans are going to want, but you have to look forward to PlayStation or to future announcements for that. J'avais vu le message à Cyclone qui commençait par PlayStation, puis ça m'a fucké, mais PlayStation va se planter comme une fois avec leur controller sans bouton physique. Encore là, guys, ce sont des brevets. Ça veut pas dire que ça va être mis en place for real, ok? Ils veulent juste que ce soit les premiers à mettre ça de l'avant. Stressing that nothing has been confirmed, Hamaguchi joke, if you publish this and then we announce all the products later and there is no physical edition, then they're going to rip me to pieces. Elsewhere in the interview, Hamaguchi said it would be a shame if physical releases stopped, even though consumer trends suggest it may be heading in the direction at some point. I do feel as a developer and as a fan that the general trend is for things to shift away from physical towards downloadable games, he explained, but that's obviously talking about the trend. Personally, here at something like FanFest, at a community or at community events for games that I've worked on, I really think that people bringing up things, asking for autographs, I think that's lovely. I think it's a wonderful culture and it would be a shame to lose that. I want that to remain. He added that even if physical discs were to be completely scrapped in the future, he has faith there will always be some kind of physical or packaged edition. Avec un papier qui va être un code dans la boîte. Maybe you'll have a box with a code inside it, or maybe key cards like Nintendo's doing, or a boot disc or something. Hey man, imaginez que on a juste des CD pour booter le jeu là. God damn. I feel like there'll always be something, and I hope there will be.
wishful thinking à mon avis. Avoir les 2 premiers physiques et un digital, c'est pas mal shitty, ouais. Va falloir que tu crées ta propre boîte, genre. Pour avoir les 3 Final Fantasy ou les 3 parties de la trilogie en physique. Et là là. Alors que plein d'autres légendes dans l'industrie du jeu vidéo prennent leur retraite, this guy, hein? Potentiellement la légende, le responsable de l'industrie qu'on a au moment actuel, Shigeru Miyamoto. Ça va prendre quoi, guys, pour qu'il prenne sa retraite? Apparemment, beaucoup de choses. Parce que motherfucker doesn't wanna stop. On a Insider Gaming qui partage un report qui suggère que... En fait, pas qui suggère, mais qui dit que Miyamoto espère continuer à faire des jeux dans 10 ans. His family, however, has been asking him about retirement. Rendu à quel âge, le Miyamoto? 73 years. Hey, you can take a break. On va pas te blâmer, Miyamoto-san. Jesus. Shigeru Miyamoto is responsible for some of the most iconic characters in gaming. Mario, Donkey Kong, Link, Zelda, Samus, and the Star Fox crew all owe their existence to Miyamoto. In recent years, the Nintendo legend has been focusing on expanding the properties he's created into media beyond video games. Still, he's hard at work regularly and he hopes that won't stop anytime soon. Je serais pas fâché s'il continue non plus. En même temps, tu sais, Miyamoto n'est plus activement impliqué dans le développement. Tu sais, c'est plus à titre de producer ou executive producer, tu sais, fait il surveille pas mal plus ce qui se passe, là. Son net worth est $50 million, but still not enough. Je pense pas que c'est une question d'argent pour lui, je pense que c'est juste comme Block il dit, il est juste passionné, man. During a recent interview with Famitsu translated by Nintendo Everything, the father of the Mario brothers admits he doesn't have anything specific in mind that he would like to pursue, though he jokingly said he would like to start a movement that everyone in their dog could join. Additionally, he joked that his family is telling him perhaps it's time he stopped. Still, when asked if he hopes to be doing the same thing in 10 years, he admitted that he would. Ah, yes, that's right. The feeling of, I hope we can keep going fits perfectly. On set, we say things like, it wouldn't be surprising if I collapse tomorrow, so make sure you're okay. I hope we can keep going without any problems. What? Quoi? In 2026, the Mario and Zelda franchises are primarily focused on their shift to the big screen. However, a 3D Mario game is bound to release for the new Switch 2. Ah ouais, vous dites ça de même, là. Vous inventez des histoires. Where's the 3D Mario game? Y'en a pas. To my knowledge. Insider Gaming. Nouvelle rafale. Maintenant qu'on a terminé nos gros sujets, le reste du show va être rapide parce qu'on a pas beaucoup de nouvelles. Pragmata 2, very likely, dit les officiels chez Capcom, donc le leadership. On a couvert hier, si je me trompe pas, les chiffres de vente de Pragmata qui étaient très bons pour une nouvelle propriété intellectuelle. Donc, pas de surprise à ce niveau-là, autant du point de vue des ventes et du succès au niveau des critiques. With the first time ever title selling over 1 million copies in 2 days, it's gone on to sell a wheelbarrow load more since, and Capcom appears to be over the moon with its results. Bloomberg recently reported on Capcom corporate officer Yoshikazu Shimauchi and his words on Capcom's recent financial findings, which also showed 93% of digital sales were recorded through 2026. And the report said Shimauchi said the likelihood of a sequel is high, raising the prospect that Capcom could develop the title into another pillar franchise and a source of longer-term revenue. Pragmata 2 is not a lock yet by any stretch, but this is a very good sign. Et je pense que avec la fin du jeu aussi, ça laisse place peut-être à une éventuelle suite. So, we'll see if that happens. Je serais pas contre l'idée d'avoir une suite à Pragmata, ayant bien apprécié le jeu. Vous pouvez lire mes impressions de Pragmata si vous êtes... Excusez, on dirait que j'ai le coup de poignet dans la gorge. Ah, une autre gorgée d'eau.
Vous pouvez lire mes impressions de Pragmata via le Discord ou même encore sur Patreon si vous supportez la chaîne. Il y a mes impressions détaillées inscrites. Stupid Never Dies qu'on a vu lors d'un showcase de Jeff Keighley. Je me rappelle plus si c'est Game Awards Pre-Show ou Summer Game Fest. On a une date pour ce jeu d'action. Il va sortir le 21 octobre sur PlayStation 5 PC. Et c'est tout. Pas de Xbox release for some reason. Publié par Sega. Développé par GPTACK50 ou GPTAC50. Ok. Regardons la bande-annonce à l'instant. The mémoire, it doesn't look that good of a game. Wow, that was amazing! I'm Phoenix Zaza Hot Feathers. Call me Zaza. Ha! Stupid never dies. Okay. What a horrible fucking trailer. C'est le trailer pour hype up ta sortie? Ok, il y en a plusieurs. Alright. Croc 2 Kingdom of Gobos, c'est un remaster qui a été annoncé par Argonaut Games. Ça va sortir sur PS5, Xbox Series, PS4, Switch et PC. On n'avait pas de date de sortie. Mais il y a eu un update. Je pense que ça a ajouté des plateformes. Croc 2 Kingdom of Gobos is a sequel to the multi-million selling classic Croc Legend of Gobos. The night before Croc's next adventure begins, Professor Gobo witnesses the Dantinis resurrecting Baron Dante and is taken prisoner for seeing too much. Back on the beach of Gobo Valley, Croc is playing when he spots a bottle washed up in the sand. Inside is a message revealing that his bird parents are searching for him. He sets off to the mainland to find them, but the journey soon becomes a showdown as Baron Dante vows revenge against the humble crocodile who once defeated him. Quelle période, hein? Les 3D mascot platformers. Totally. Man, ce jeu-là a tout. Yahoo! On a les sketches. Les témoignages développeurs. Cool. Totally cool. Thimbleweed Park également. Totally cool. Venant de Terrible Toy Box et Ron Gilbert. Ron Gilbert qui est un OG game developer qui a vraiment comme mis sa place avec toutes les point and click adventure games, LucasArts Games. Également la responsable pour la suite, le Monkey Island game là, qui est sorti il y a quelques années que j'avais adoré. J'avais trouvé que c'était fucking bon puis c'était fucking drôle. Thimbleweed Park est sorti. Le premier est sorti une couple d'années puis ça avait été quand même un hit.
au niveau des critiques en... Let's see. When the fuck was this released? 2017. On a eu l'annonce du deuxième. Ah, c'est écrit là en plus, mais cave. Qui, de son côté, est prévu pour une sortie sur PC en 2028. Fait que, ouf, it's a long ways to go. Mais la page Steam est up. On voit certains personnages également. Thimbleweed Park is coming in 2018 and it's more Thimbleweed Park than ever. This time the dead body is at Edmund Mansion and Agents Ray and Reyes are back to investigate. Or are they? In a point-and-click spoof of a classic whodunit, everyone in the mansion is a suspect and the murderer will be confronted by our detectives if you can find them. Spoiler, it's not the Butler, pardon. By the end of another long strange night in Thimbleweed Park, you'll have more questions than answers. Not really a sequel, not really a prequel, it's more Thimbleweed Park and just as weird. And just like last time, in a town like Thimbleweed Park, a dead body is the least of your problems. Fait que, we'll see. Hein? On voit pas beaucoup de point-and-click games dans ce style-là. Mais, ceux que j'ai joué, really good. Really good. Comme Zelda Ocarina of Time est là. Non, on n'a pas un Nintendo Direct. Non, on n'a pas des précommandes qui ouvrent. On a le ESRB rating! Qui dit quoi exactement? Not a lot! Mais au moins, le jeu est classé par le ESRB, ce qui, règle générale, symbolise que la sortie s'en vient, right? Il y a de quoi qui s'en vient. On sait que c'est 2026. On spécule novembre 2026 pour la sortie de ce remake, mais sans plus. Là, ce qui retient l'attention, c'est dans la description. Ok? Nintendo has updated the US eShop listing for Ocarina of Time, adding an E10 Plus, everyone 10 and older, age rating certification to the remake. The original 1998 Ocarina of Time on Nintendo 64 was only rated E for everyone. Okay. However, this was prior to the existing of the E10 rating, which was not introduced until 2005 as a softer medium before T for teen. Okay. The E10 rating was given for the upcoming Nintendo Switch 2 exclusive for the reasons of animated blood and fantasy violence. While PEGI has not yet given the game their own age classification for Europe, a provisional PEGI 12 rating is currently listed in the UK eShop. Par curiosité, le 3DS version, c'était quoi la classification? C'était E10, mesdames et messieurs. Fait qu'on garde le même contenu, I guess, que le 3DS version de Ocarina of Time et aussi Majora's Mask par le fait même. Mettez de l'avant. Anything else? Non, littéralement juste ça. And we got fucking articles made out of it. That's being a Zelda fan in 2026. Mais le 3DS avait l'appellation Suggestive Themes qui n'était pas sur le remake. Suggestive Themes? T'as raison, ouais. Thème suggestif. Ah, la craque de sein de la Great Fairy. C'est la seule affaire qui me vient en tête. Quoi d'autre qui aurait de suggestif dans fucking Ocarina of Time, man? Like comme le remake de Star Fox, pas grand chose de nouveau. Mais le remake de Star Fox, pretty good malgré tout. Fait qu'est-ce que la Great Fairy va être habillée dans le remake? I guess we'll see. Avec l'arrivée d'Ocarina of Time later this year. Sortie de jeu vidéo en ce 30... Holy shit. En ce 30 juillet.
on se dirige du côté du Victicandry. Rappelle que si jamais vous voulez avoir ce registre de toutes les sorties, jeux vidéo et divertissements intéressantes, un simple abonnement à Twitch ou sur Patreon vous donne accès à ce magnifique outil. Let's take a look at the plethora of games out today. On a des Arcade Archives TX1, le 2 et le 1. PS5, Xbox Series et Switch 2 pour le 2. Et PS4 et Switch pour le 1. On a Blue Reflection Quartet Anime Waifu Game de mémoire. Sort aujourd'hui. PS5, PC et Switch 1 et 2. On a Boru et Rudo qui drague Link. Ah mais ça c'est un stretch là. La princesse Zora qui veut faire des bébés avec Link. Ok, come on guys. Sérieux là. Quand WOTC vont sortir leur Zelda, vas-tu en acheter? WOTC, c'est quoi ça? J'ai aucune idée. Magic? Ah, je sais même pas comment jouer à Magic. Nope. I ain't touching that. Bon là, le monde fabule que OOT va sortir le 11 novembre parce que c'est la sortie d'un amiibo de Kirby. Go figure. What? November 11. Zelda Ocarina of Time possible release date based on its amiibo release. Rhino the Bouncer. Be launching November 11 based on amiibo. Amiibo generally releases the same day as Nintendo on Wednesday instead of Thursday. They've been doing it since Q2 2024. Ouais, habituellement, je switch sur le 12. Fait qu'une semaine avant GTA. Mais c'est un amiibo de Kirby. Ouais. What the fuck are we even saying? En tout cas. Quoi d'autre qui sort aujourd'hui? Constant sur Switch 2. Play it. It's a great Metroidvania. On a Concept, the first Saturn tribute. The super limit breaking Neo DLC de Dragon Ball Sparking Zero sur toutes les plateformes. La version console de Dungeon Antica. Era, la version Switch 2. Kin Spiritual Affairs Bureau sur Switch 2. Kusan City of Wolves sur PS5, Xbox Series, Switch et PC. Ça, c'est genre un Hotline Miami type of game. J'ai reçu une clé pour ce jeu-là. Guess what? I haven't played it parce que I've been playing Halo à la place. Mais ça me tente. Looks like a nice Steam Deck game. Maybe I'll play it this weekend or maybe not. On a Leafy Corner sur PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Midnight Moments sur PC. Signai and Mino Against All Gods sur PC. Sponge Break sur PC. Truxton Extreme sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC. Verho Curses of Faces, la version console. Void Train, la version PlayStation 5. Et bien sûr, l'édition Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2 qui vient avec all the bells and whistles d'un Switch 2 upgrade. Fait qu'à guess, il y a juste Q-San qui est intéressant cette semaine, ou pas cette semaine, mais aujourd'hui. Yeah. Du côté du divertissement, ce qui retient l'attention, mes chers amis, c'est que Venom, de retour sur le grand écran, mais avec un film animé. Amy Pascal confirms an animated Venom movie is happening. On a Zach Lepofsky et Adam Stein, responsables pour Final Destination Bloodlines, qui vont réaliser le tout. Fait qu'est-ce que ça va être gore? Est-ce que ça va être violent? I don't know. La seule information concrète, mis à part le post de Discussing Film, c'est cet extrait dans l'article de Polygon qui dit Elsewhere in the interview, Pascal confirmed that Sony Pictures is working on an animated Venom movie. That project, which is being helmed by Final Destination, Bloodlines director Zach Lepofsky and Adam B. Stein, is still years away. Hardy is reportedly involved in the animated Venom movie, according to The Hollywood Reporter. Donc, there you go. On garde l'acteur qui a incarné
Eddie Brock pour ce film. Puis Spider-Man a leak, ma timeline Twitter est filled de clips du film en shaky cam. Déjà, damn. Je pensais que ça aurait été aujourd'hui. Vu que c'est là que le premiere. Ah, mes jeunes sont hype là. Mes jeunes là, j'ai dit hier, on s'enligne pour une sortie pour aller voir. C'était soit Spider-Man ou Toy Story. Là, le vote là est dominé par Spider-Man, which is nice parce que on est plus proche de la version digitale ou de la sortie digitale de Toy Story que de Spider-Man. Fait que peut-être aller te payer, aller voir Spider-Man avec la job dans quelques semaines. Looking forward to seeing that. The Odyssey a maintenant dépassé le plateau des 700 millions au Worldwide Box Office. Christopher Nolan poursuit sa run générationnelle au box office avec son nouveau film. Et on peut dire la même chose pour Michael B. Non, on n'est pas rendu là, Max. C'est le dernier trailer, c'est vrai. Fall 2. Est-ce que ça va avoir une run générationnelle comme le premier film? Let's take a look. Fall 2 Deadpoint sort le 2 septembre et on a une nouvelle bande-annonce. Je pense qu'on avait déjà eu la première bande-annonce, mais c'était vraiment comme bref. On a un full-blown trailer pour ce film qui risque d'être stressant. Do you know what you're asking? C'est le film où est-ce qu'escalade une tour genre de réseau You're là. asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand. If it rains, the planks will be too slippery to turn back. And that high up, even your fear has nowhere to go. You have to Hey, what a good idea, hein? makes you feel alive. Ah, ok, puis ils sont inspirés par les filles du premier Okay. film. Welcome to the ancient plank. What a stupid idea. Take a deep breath. One foot in front of the other. Flip in. Flip out. Flip in. Flip out. Get back! Oh my god. Ah oui, clip in, clip out, c'est full sécuritaire. The longer that we wait, the weaker we get. Deep breath. Are you down? No! Je ne suis pas down. Flip out. Block il dit oublie ça man, j'ai trop de vertige. Eh là là. Ok, it's a bit of a stupid movie, mais c'est quand même stressant là, surtout le premier là, je me souviens d'avoir écouté puis yeah, c'est comme oh, what's gonna happen? Il y a quand même des revirements de situation là, not gonna lie. But it's a stupid concept. Donc why? Pourquoi tu t'infligerais ça? You know? Je sais pas si vous avez essayé de vous tenir par les bras récemment, mais à 40 ans, c'est plus comme à 10, je t'offre 15 secondes. Ben déjà là, tu t'offres 15 secondes, moi, c'est ça, je serais pas capable. Bon, là, le segue que je voulais faire au début, c'est avec le prochain film de Michael B. Jordan, The Thomas Crown Affair. Et en faisant une quick recherche, semblerait-il que c'est un remake de ce film-là avec Pierce Brosnan et Rene Russo de 1999. I have no idea what it is, mais j'étais intrigué. Et là, l'affaire qui est intéressant, c'est que c'est Michael B. Jordan qui est mis en vedette, mais c'est aussi lui qui le réalise. My man won an Oscar and he's like Michael B. Jordan, Michael B. acting, Michael B. Ah, c'est quoi j'ai vu sur YouTube? Attendez, faut que je pull up le commentaire. C'était légendaire comme commentaire. Attendez. The Thomas Crown Affair. C'est Michael B. C'est ça. C'est Michael B. acting, Michael B. directing, Michael B. racing. We will be watching. Great, great. I applaud to that.
I applause. Great joke, great meme. Écoutons la bande-annonce pour The Thomas Crown Affair, directed and starring Michael B. Jordan, qui sort le 5 mars 2027. Block B. Jordan. I've been taking risks my entire life. But last night, it was different. I felt alive. My heart was racing. Every step was part of a plan. Things slowed down. It was silent. And I was surprised how easy it was. But I'm not finished yet. That's what excites me. Move, everyone, move! I just had to come over and introduce myself. Thomas Crown. I know exactly who you are. If you don't jump, can't catch him. Alright. Film for IMAX in premium format. C'est que ça, c'est la trend que je déteste de Hollywood maintenant. De mettre ça de l'avant. Like it's a fucking genre... I don't care! Unless que c'est IMAX 70mm là, I don't fucking care là, sérieusement. C'est son édition pour le prochain James Bond, il sera pas Bond, il faut que ça soit... British. Doesn't work. 45 salles dans le monde qui peuvent en profiter. Exact. Ok, last trailer pour aujourd'hui. Outer Banks, The Final Season, Season 5 qui sort le 20 août sur Netflix. Mes jeunes vont être contents. Eux qui trippent Outer Banks. Ça, à chaque fois, ils sont comme Max, t'as-tu écouté Outer Banks? Je suis comme fuck no. We're the Pogues. J'écoute pas de série, man. Lowest member of the food chain, which means we do whatever we want, whenever we want. Or at least, once upon a time we did. He's probably saying this is rock bottom. This is rock bottom, yeah. There's nothing here for us. Hey, maybe just keep walking, Pogues. Pope, are you good? I'm not the one with the stack of books about a magic crown in her car. I'm not letting Groff win. I'm not here to tell you what to do, Pete. I already lost my best friend. The legend is that the crown can bring back the dead. Thinking what I'm thinking? Yeah. You might have a plan. What? On s'est ramené leur ami qui est mort, là? What's the worst thing that could happen? Bad shit crazy, bro. You know we're doing all right, too, because we have each other. Be for real. After tonight, it's time! What is she doing? This is our chance! What do you know about explosives, Pope? It's not rocket science, just chemistry. And a little bit of rocket science. Tonight, we take back what's ours. Yeah, honestly, all things considered, I actually think that we're doing really good. OBX5. Je sais pas c'est quoi la traite de cette série-là, mais I guess les jeunes de l'îlot jeunesse, ils trippent, man. Ils trippent. Est-ce qu'on a de quoi qui sort côté divertissement aujourd'hui? On a The Bombing of Pan Am 103 en streaming sur Netflix. Today, la seule sortie divertissement de lister dans le Victi calendrier. So with that note, c'est ce qui conclut le show de aujourd'hui.
Le clip de Street Fighter? Nah, I'm not watching that. Je veux pas voir ça. C'est quoi, c'est Roman Reigns qui se bat, genre? Blanca versus who? Ah, c'est Jason Momoa, pas Roman Reigns. Blanca versus Ryu? Sam Hype? Okay, fine, I'll watch it. I'll watch it with you. Ryu, I know what you're capable of. Show me. Il faisait-tu le floss, tabarnak? Then you die. Okay? I want you. Oh, okay. Oh my god, on my curse sa face. Okay, this does not look good, I'm gonna say it. Eh là là. Du bon vieux computer generated imagery. Am I right? Mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut Jason Momoa. You what? Ah? C'est ce qui conclut cette avant-dernière Victime Minute de la semaine. Avant-dernière Victime Minute de juillet également. Demain, on close la semaine. On close le mois. Demain, ça va être la dernière Victime Minute avant mon premier week-end complet. In such a long fucking time, man. Le week-end, le grand reset de Victime. Ainsi que ça va être great comme week-end. J'ai tellement hâte. A lot of stuff planned. Et quand je dis a lot of stuff, c'est absolument rien. Fait qu'I'll be enjoying it. Là, je vais me faire couper les cheveux et aller porter ma fin de mois à la job. Contrairement à hier, quand que j'ai oublié. Fait que peut-être que demain, je vais avoir une nouvelle histoire fucked up en lien avec Joël, en lien avec l'autoroute 50 ou whatever else qui se passe dans ma vie. Fait que soyez des nôtres pour une autre Victime Minute parce que je vous rappelle que ça a lieu du lundi au vendredi à partir de 9h, enregistré en direct sur twitch.tv/victim et youtube.com/victim. Directement de la chute au Québec. Hein? Je vais le plugger. Like, comment, subscribe. C'est très apprécié. Supportez si vous pouvez avec un abonnement sur Twitch ou encore sur patreon.com/victim. Rappelle que à partir de maintenant, les top sub gifters vont être immortalisés sur le DJ Khaled en carton. Je sais même pas si on a un top sub gifter pour le mois de juillet. Let me take a look. Parce que je le vois pas. Ah oui, on a pas de pion. En ce moment, c'est pas de pion avec un gifted sub qui mérite les honneurs. Fait que si demain, à la fin du stream, il y a personne d'autre qui le dépasse, ben lundi, on va prendre le Sharpie puis on va mettre ton nom juste ici là. Tu peux écrire... Ah non, Buddy, il a décidé de mettre son nom sur la graine. Mais tu peux mettre ailleurs. Oh! Fergie Ferg est dans la course. We'll see what happens tomorrow. Fait qu'encore là, guys, je vais te passer une excellente fin de journée. Merci d'avoir fait partie de la discussion, d'encourager le show. Hein? On est une bonne gang. J'apprécie le tout. Et j'ai eu du fun. Hein? Comme ce matin, j'ai eu bien du fun à couvrir tout ça. J'ai eu bien du fun également à regarder mes vieux clips de Get Fucked. J'ai eu bien du fun à écouter mes vieux clips de Halo. Ça, c'était un nice moment. Là. Quand que je ris au point que les larmes coulent, là, it's always a fun time. Take care of yourselves. Soyez prudents sur la route. Si jamais vous avez, là pour les gens qui n'ont pas le contexte du pre-show, ça va être juste weird. Si jamais vous avez des idées noires, la solution n'est pas de vous crisser devant un truck, ok? Surtout pas en moto. C'est un peu dangereux.
Talk to someone. Il y a des ressources qui existent. Le suicide n'est pas ok. Guys, je te souhaite de passer une excellente journée. Stay safe out there. On se voit demain. Peace out. Ciao.